Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 débat. 2 mois après le premier acte des Gilets jaunes, le président Emmanuel Macron a lancé le 15 janvier le grand débat national. Jusqu'à la mi-mars, les Françaises et les Français sont invités à y participer par le biais de cahiers de doléances mis à disposition dans les mairies ou bien en participant à des réunions publiques. Ce grand débat national est-il la réponse à la crise sociale que traverse notre pays? À quoi va-t-il servir concrètement? Pour y répondre, 4 invités en plateau. Didier Bécher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche pour la première circonscription des Yvelines. À vos côtés, Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire Les Républicains de Plaisir. Vous êtes également membre de Génération Terrain. Et puis en face de vous, Loïc et Damien, bonsoir. Vous êtes membre Gilets jaunes, mouvement citoyen des Clés et alentours. Alors dimanche, soit 2 jours avant le coup d'envoi de ce grand débat, Emmanuel Macron s'est adressé à la population en publiant cette lettre. Qu'en avez-vous pensé ? Aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est une première aussi en termes d'initiative prise par le gouvernement, effectivement, de prendre l'initiative d'envoyer une lettre à chacun des Français. Je pense que ça a été perçu majoritairement comme un peu un effet contradictoire par rapport à la crise qu'on est en train de traverser, dans le sens où effectivement aujourd'hui on nous demande essentiellement de faire beaucoup d'économies, restreindre beaucoup de choses, et aujourd'hui on va dépenser une somme assez importante pour l'envoi de cette lettre-là. Bon, sachant qu'aujourd'hui on a beaucoup numérisé les échanges, et je pense que peut-être une plateforme effectivement avec un document rédigé numériquement aurait suffi, quoi. Je pense que c'était peut-être un peu maladroit, en tout cas, de prendre cette initiative-là et de faire le choix d'envoyer une lettre papier à chaque... Certains gilets jaunes disent que la seule lettre qui intéresse les Français, c'est la lettre de démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas ? Aujourd'hui, moi, je suis pas le plénipotentiaire des gilets jaunes, donc je veux dire, chacun pense ce qu'il veut, effectivement. Mais je trouve effectivement que cette lettre-là a été effectivement un acte de maladroitesse plutôt que quelque chose de positif. Joséphine Coleman-Berger, vous avez en plus cette lettre avec vous. Qu'en avez-vous pensé ? Écoutez, pour répondre à ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas sur Internet et qui ont quand même besoin d'avoir un papier. Ça, il faut l'imaginer. Je suis pas en train de défendre du tout quoi que ce soit. C'est simplement dans la forme. Moi, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. C'est ça qui m'intéresse. Donc effectivement, on peut se rendre compte qu'il y a des axes qui ont été donnés, parce que la difficulté était grande d'entendre de la part des Gilets jaunes, que j'ai suivi et que je respecte bien sûr, mais la substance même des demandes, puisqu'elles étaient très diverses et variées. Donc j'ai l'impression que cette lettre, bien sûr, répond en partie, en tout cas, à des grands axes qui ont été un petit peu évoqués par les Gilets jaunes ces dernières semaines. Maintenant, est-ce qu'elle va apporter, je dirais, la réponse et les réponses que vous en attendez et que nous en attendons? J'en suis pas si certaine que cela. En tout cas, sachez que, en ce qui nous concerne, les élus, puisqu'on l'a dit à M. Macron quand on l'a rencontré, eh bien, on lui a dit que nous étions, en tout cas, les relais au niveau des maires. Et nous allons faire le nécessaire pour que cette lettre soit connue et soit commentée, et surtout bien qu'on y apporte, bien sûr, des réponses avant le 15 mars. Alors on va parler évidemment de ce qu'il y a dans cette lettre dans quelques instants, notamment des thèmes qui ont été retenus. Didier Bécher, en tant que député, quel va être votre rôle justement dans ce grand débat national ? Notre rôle, c'est d'écouter, de continuer à écouter. Moi, je crois que ce mouvement des Gilets jaunes, il a révélé 2 choses extrêmement importantes. Il y avait une revendication très forte, initiale, sur le pouvoir d'achat, et ça, je pense qu'on y a répondu en responsabilité avec les 10 milliards d'euros, donc sur la prime d'activité. Enfin, je ne vais pas revenir sur toutes les mesures. Et il y a eu surtout cette deuxième partie des revendications qui est comment je peux participer, moi, en tant que citoyen, plus directement à la vie de la nation, donc la volonté de débattre. Et donc c'est la réponse qui est apportée dans cette lettre. C'est la vision politique du président de la République et de l'ensemble du gouvernement pour enclencher ce grand débat national qu'on estime nécessaire, en tout cas demandé par une grande partie des gens qui ont manifesté, et puis qui va s'ouvrir, non pas uniquement, parce que j'ai souvent entendu ça, uniquement aux Gilets jaunes. Il n'y a pas que les Gilets jaunes qui vont venir débattre dans ces réunions, mais c'est l'ensemble des Françaises et des Français qui sont appelés à venir débattre. Donc ça va être très différent, j'ai envie de dire, suivant les territoires.
voir, il y a des maires qui tout de suite se sont engagés sur le cahier des propositions, qui proposent déjà des réunions. Moi, sur ma circonscription, nous sommes en discussion avec les 3 maires, Montigny, Guyancourt et Versailles. Donc il y aura probablement une réunion qui sera organisée sur un lieu emblématique de Saint-Quentin-en-Yvelines, où on invitera tous les Saint-Quentinois et tous les Versaillais à venir débattre, échanger. C'est pas des réunions, et ça j'insiste, où les Françaises et les Français vont pouvoir venir poser des questions aux élus. Il s'agit d'organiser un débat où entre citoyens. Entre citoyens, je suis pour l'ISF, je suis contre l'ISF, et c'est bien que les deux parties puissent s'entendre. Et nous, par contre, notre rôle, ce sera d'animer le débat, mais également de consigner l'ensemble des débats et des propositions qui auront lieu dans les réunions pour les faire remonter. Tout est indiqué, d'ailleurs. Alors, pour justement cadrer, j'ai envie de dire, ces doléances, ces débats, 4 thèmes ont été retenus. Il y a la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté, l'organisation de l'État et des services publics. Loïc et Damien, vous en pensez quoi de ces thèmes ? Il y a juste un truc qui me chagrine un petit peu, effectivement, dans ce que vous dites, c'est que, pour moi, le grand débat, il a commencé il y a bien longtemps, en fait. Le grand débat, il n'a pas commencé quand l'initiative a été prise par le gouvernement. Je pense que les revendications ont été claires, du moins se sont clarifiées avec le temps, parce qu'effectivement, c'est difficile de synthétiser et coordonner un ensemble de personnes et d'en extraire, en fait, les vraies revendications. Donc, pour moi, le débat, il a commencé il y a bien longtemps en amont. Et aujourd'hui, quand j'entends effectivement qu'on dit, il y a des questions qui doivent être posées, non, nous, il y a des réponses qui doivent être apportées. Et c'est ça qui est important, en fait. On n'est plus à l'heure des questions. On n'a pas de questions à proprement parler à demander au gouvernement. Ce qu'on veut, c'est des réponses à nos questions et à nos revendications, qu'elles soient positives, négatives ou discutées. Il y a des questions, je pense, qui seront évoquées par la suite. Loïc, par exemple, vous, si vous aviez des questions justement à poser, ce seraient lesquelles ? Déjà, pour commencer, je suis d'accord avec le collègue. Moi, ce qui me chagrine dans ce que vous dites, le débat national a commencé déjà depuis que les Gilets jaunes, donc les Français mobilisés, devrais-je dire, ont déposé, ont commencé à se mobiliser. D'accord. Il est forcé de constater que le président de la République, son gouvernement, les députés de La République En Marche ont mis du temps à répondre. Ils auraient pu éviter tout ça. Ils auraient pu éviter la colère. Ils auraient pu éviter tous ces blessés. Ces Français, Françaises mobilisés, blessés, mutilés. D'accord. J'ai une pensée particulièrement au pompier, 47 ans, qui a été blessé à Bordeaux, mis dans un coma artificiel, par exemple, entre autres. On aurait pu éviter tout ça, éviter cette colère-là. Donc, réponse trop tardive selon tardive, vous. Même si les 10 milliards, par exemple, il aurait pu les proposer dès le début. On a perdu du temps. On perd du temps aujourd'hui. Oui, même si c'est une petite réforme à mon sens, parce que je parle en mon nom, il aurait pu le faire tout de suite, dès le début. On aurait pu gagner du temps. Je trouve que c'est une perte de temps. Alors, je reviens sur les thèmes. Alors, Emmanuel Macron l'a répété, il n'y a pas de sujet tabou. Il y a quand même 35 questions qui sont proposées dans cette lettre. Alors, par exemple, on n'entend pas parler de l'ISF. Pourquoi, Olivier Bécher ? Mais le côté pas de tabou dans les questions est important. Lui, il a donné sa vision sur 35 points qui lui semblaient légitimes et qui revenaient dans les discussions qui avaient été soulignées par les Gilets jaunes. Donc, il les a pointés. Mais quand vous faites nous, les élus, on fait ça tout le temps. Quand vous faites une réunion publique, vous ne dites pas à l'avance aux gens ce sur quoi ils vont parler. Donc, il y a une expression sur des thèmes principaux qui sont attendus, qui ont été classés. C'est les 4 thèmes dont vous avez parlé. Et ensuite, on va consigner l'ensemble des demandes. Vous savez, après, honnêtement, moi je le vois pour avoir ouvert un cahier de propositions numériques sur mon site internet depuis pas mal de semaines. Très très globalement, ce qui revient, c'est le pouvoir d'achat, vraiment en tête de liste, et toutes les questions autour j'ai envie de dire des institutions. Comment, à un moment donné, je peux participer mieux au débat, à quoi servent les élus, comment ils vont comprendre ce débat-là et comment ils me représentent mieux. Moi, je résumerai comme ça, en tout cas, sur ceux qui se sont exprimés sur mon cahier de proposition, voilà ce qui revient. Donc, je pense que c'est des choses qui vont être sur la table. Maintenant, par rapport à ce que vous dites, je pense que le débat, il a commencé, bien entendu, avec les revendications des Gilets jaunes et je crois qu'on a écouté et on a entendu beaucoup de choses. Maintenant, l'ensemble des Françaises et des Français doivent s'exprimer. C'est ce qui fait une république et une démocratie. Quand vous dites, moi, j'attends la démission de M. Macron, je suis désolé, c'est une manifestation anti-républicaine. Le président de la République, il est élu pour 5 ans, démocratiquement. Vous savez, on n'est pas dans une
on est dans un pays où on peut voter, pas voter, on est extrêmement libre. Les Français ont choisi un programme, un président de la République. Donc Emmanuel Macron, il est là et il exécute le programme pour lequel il a été élu. Et il écoute à un moment donné un mouvement et il va proposer des améliorations par rapport à ce que les Françaises et les Français vont dire. Alors concernant les contributions, donc les citoyens pourront les faire à partir du 21 janvier sur un site, sur le site granddébat.fr. Pour l'instant, donc les citoyens peuvent se rendre en mairie. Joséphine Coleman-Berger, vous avez mis en place, j'imagine, un cahier de doléances. Comment ça se passe à Plaisir? On n'a pas mis en place un cahier de doléances parce que l'expression ne me plaît pas. C'est plutôt un cahier d'idées pour la France, avec également une urne dans laquelle, avec des couleurs différentes, les gens vont pouvoir répondre aux 4 points qui ont été demandés par le président. Donc c'est en place. On a mis un Facebook exprès pour que les personnes puissent répondre. Et puis également, on fera un grand débat aussi à Plaisir au mois de mars pour pouvoir présenter le bilan des remontées au niveau de la population. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que je vous rejoins. Bien sûr que les problématiques, elles sont de longue date. Je peux vous dire que bien avant même que tout ce mouvement se mette en place, on avait des remontées très très difficiles de la population avec des difficultés qui étaient très grandes. Et puis tout est parti sur l'augmentation du gasoil. Il faut quand même le reconnaître. C'est parti de là et ensuite ça s'est monté sur d'autres sujets. Mais la difficulté, elle était bien présente, et nous on le savait, les élus, qu'elle était bien présente, cette difficulté. Je vous rejoins, je vous entends quand vous dites que M. Macron, effectivement, notre président, a souhaité mettre en place ce qu'il avait dit, son programme qu'il avait dit, mais on savait pertinemment que ce serait très difficile de le porter et de le mener à bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve devant une vraie difficulté, je dirais, de l'ensemble. Vous parlez de l'ensemble des Français, vous ne représentez pas peut-être l'ensemble des Français, mais en tout cas une grande partie de la population qui est en souffrance. Et il est clair qu'aujourd'hui, on se retrouve devant des difficultés qui sont des difficultés qui vont nous poser souci parce que les réponses que vous attendez vont aussi déstabiliser énormément tout ce qui n'est pas fait aujourd'hui pour pouvoir équilibrer les finances de l'État. Parce que la grande difficulté, elle est là, c'est que répondre même avec 10 milliards, comme vous l'évoquez, ça peut paraître petit, mais c'est déjà très important par rapport à la dette de l'État. Et je pense qu'il y a des tas de choses à faire aussi à ce niveau-là pour pouvoir vous accompagner, nous accompagner, accompagner les Français mieux, mais en faisant d'abord toute une réforme au niveau de l'État, puisque les élus sont des gens responsables. Et aujourd'hui, les maires, les départements, les régions ont fait de grandes économies. L'État, ça n'a pas été le cas, et depuis de nombreuses années. Je ne suis pas en train de dire depuis un an et demi. Je dis depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez ou vous allez apporter vos contributions en mairie? J'ai juste un point à éclaircir. Effectivement, quand vous dites qu'effectivement Emmanuel Macron a choisi 35 points en termes de sujet pour son grand débat, moi, ce qui m'embête un petit peu là-dedans, c'est que la légitimité aurait dû revenir aux revendications des Gilets jaunes, et c'est ça qui aurait dû composer le cœur du débat, et non pas des points... ou du moins des sujets qui auraient été choisis et déterminés par lui et l'ensemble de son gouvernement. Aujourd'hui, je pense que les revendications, encore une fois, sont très claires. En tout cas, beaucoup de revendications ressortent de la part des Gilets jaunes, notamment ce qui va être une des principales, le RIC, qui est le référendum d'initiative citoyenne, qui, je pense, peut apporter justement cette restructuration du gouvernement, apporter du nouveau aussi, et des mécaniques nouvelles qui vont peut-être rendre encore plus intelligent notre mécanique gouvernementale. Est-ce que vous pouvez juste répondre à ma question, savoir si vous allez participer en fait vraiment à ce grand débat en apportant votre contribution? Aujourd'hui, bien sûr, bien évidemment. Est-ce que vous allez vous rendre en mairie pour... Oui, bien sûr. Je veux dire, c'est encore une fois, je pense que si on veut initier ce changement, il faut que tout le monde y participe. Donc c'est important d'aller effectivement porter son message personnel au sein des différents canaux qui ont été mis à disposition, donc notamment les mairies. Mais je pense qu'il faut encore aller plus loin, c'est-à-dire que il faut que les revendications ne soient pas uniquement transverses, passent uniquement par le biais des mairies, mais aussi par des représentants ou du moins des citoyens qui soient conviés à ce grand débat, qui ne soient pas uniquement contenus à des... Il y aura également des réunions avec les associations, avec les représentants des syndicats, parce que moi je souhaite que les syndicats, en tout cas du Sud-Yvelines, puissent participer aux revendications, puisque ces corps intermédiaires sont là depuis très longtemps dans les entreprises, dans les différentes branches d'activité pour faire remonter les revendications. Donc il y aura aussi ce type de réunion. Encore une fois, je pense que ce qui est difficile
difficile, c'est de généraliser sur tous les territoires. Vous avez par exemple des maires comme Madame qui sont partis très tôt, qui revendiquent effectivement le débat et qui n'ont pas peur du débat. Et vous avez aussi des maires, il faut le dire, aussi sur notre département, qui sont pas confortables avec ce débat, qui n'y vont pas spontanément, voilà, et qui du coup vont peut-être pas faciliter dans leur ville l'expression citoyenne sur toutes les revendications. Moi, je crois que les revendications, elles seront larges et c'est pas les revendications des Gilets jaunes, c'est ce que vous avez revendiqué, mais c'est aussi tout ce que les Françaises et les Français auront envie de mettre sur la table. Joséphine Coleman-Semergé, je voudrais dire quelque chose qui me semble très important. J'entends tout ce que vous dites, mais aujourd'hui, même si on répondait à tout cela, il y a quand même un tremblement qui se met en place par rapport à nos institutions. Parce que vous parlez de représentation, vous parlez effectivement de modèles différents, de méthodes différentes pour vous exprimer. On a dans la Ve République absolument tout qui permet, quand vous allez voter pour un élu, quand vous allez voter pour un président ou un maire ou un député, eh bien vous êtes véritablement dans la représentation, je dirais, de votre droit d'électeur. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dénoncez cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, d'après ce qu'on entend, ça ne vous correspond plus. Donc ces frémissements des institutions sont assez graves, je dirais, dans le mode de fonctionnement. En plus, excusez-moi, mais j'ai cru entendre qu'au niveau des Gilets jaunes, il y avait des vraies difficultés pour nommer des représentants. À un moment donné, il faut des représentants. Monsieur en est un, moi j'en suis une. Il faut des représentants, sinon avec qui on parle? Je veux dire, vous voyez la problématique. Donc, qu'on accompagne ce débat, ça me paraît très important. Que le président Macron soit aujourd'hui à cette écoute pour pouvoir éventuellement répondre. Je ne pense pas qu'il puisse répondre à tout parce que ça risque d'être très compliqué. Mais il y a aussi cette base des institutions qui est compliquée. Quand on voit le peu de gens qui vont voter quand il y a des élections, ça pose problème. La première autorité que l'on a en tant que citoyen, c'est le vote. Et le problème, c'est pas la représentation, justement. Il ne s'y retrouve pas, en fait, dans les différents partis politiques qui se présentent, et notamment les différentes personnes qui se présentent. Peut-être qu'il y a aussi un réel problème fondamental, en fait, qui fait que, on a du mal à se représenter dans un parti ou un autre. Présentez-vous, c'est le plus simple. Enfin, je veux dire, pourquoi pas? Moi, j'étais salarié avant d'être élu député en 2017. J'étais salarié comme vous. Donc, je veux dire, allez-y. Moi, on attend que ça. Quand vous regardez la représentation nationale aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de renouvellement à l'Assemblée qu'en 2017. Vous avez tous les corps qui existent. Vous avez des agriculteurs, vous avez des instituteurs, vous avez des retraités, vous avez des cadres, des ouvriers. Enfin, vous avez vraiment une représentation qui a été totalement renouvelée. Et c'était, souvenez-vous, en 2017, aussi cette grande vague de dire, voilà, on veut plus d'élus qui sont là depuis 20 ans, qui connaissent pas notre... Donc, c'est ça c'est ce que les Français ont souhaité. Donc moi j'ai envie de dire à un moment donné, allez-y, venez surtout, présentez-vous. Ne se contente pas uniquement moi, c'est vraiment. Je pense que ça les citoyens se sentent. Ça répond peut-être effectivement à ce que vous disiez, c'est que effectivement il y a une abstention de vote qui est assez importante en France. Le problème, je pense qu'il est plus fondamental que ça, c'est-à-dire que je pense que les gens ont du mal aujourd'hui à se représenter vraiment, ou du moins à être se sentir soutenus par un parti ou par un autre, ou même par une personnalité en fait. Et c'est là où peut-être qu'il y a des choses à revoir. Vous avez peur peut-être justement que certaines idées soient trop colorées, politiquement parlant? Moi aujourd'hui, personnellement, je suis apolitique, donc pour moi, j'ai encore beaucoup de mal à me situer et à me sentir valorisé par tel ou tel parti politique. Je pense qu'il y a du bien et il y a du mauvais dans plusieurs partis. La vraie difficulté, c'est l'homogénéité justement des décisions et beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est compliqué. Mais oui, je pense que... Alors, si on revient sur la méthode, juste en un mot, pour vous rassurer par rapport à ça, vous savez qu'après, il est prévu d'avoir des conventions régionales avec des Françaises et des Français qui sont tirés au sort. Et donc, ils pourront donner leur avis sur l'ensemble des propositions. Donc ça, c'est vraiment une forme la plus élémentaire de la démocratie. C'est-à-dire qu'on va tirer des gens au sort et ils vont donner leur avis, donc des gens représentatifs. Comment justement j'allais venir justement sur ce déroulement du grand débat national, puisque ce sera à partir du 1er mars, justement, ces débats avec des Français tirés au sort. Sur quelle base, en fait? Sur les listes électorales des Français tirés... On verra à ce moment-là, mais moi, si je prends le dernier exemple en date qui a très très bien fonctionné, c'est sur la révision des lois de bioéthique, où il y a 25 Français qui ont été tirés au sort, donc sur des listes électorales et sur des Français qui participent déjà au monde associatif, 25 Français qui ne se connaissaient pas et qui ont eu l'opportunité pendant 5 semaines de travailler sur la révision des lois de bioéthique, et je peux vous assurer qu'ils y connaissaient absolument rien. Et ils ont été formés, ils ont été accompagnés pendant ces 5 semaines pour comprendre les enjeux des lois de bioéthique, et ils ont rendu des avis
clair, précis sur ces sujets-là. On entend parler beaucoup de la PMA, de la fin de vie, et je vous assure qu'ils ont beaucoup éclairé le débat de manière très sensée. Alors, ce seront des conférences citoyennes régionales. Joséphine Coleman-Berger, vous en pensez quoi, justement? Est-ce que vous pensez qu'elles vont apporter quelque chose en plus des doléances, je sais que vous n'aimez pas ce terme, mais non, des débats entre citoyens? Je suis malgré tout un peu inquiète, parce que, je vais vous dire, oui, j'entends quand vous dites on voulait du renouvellement, les maires ou les députés qui étaient là depuis 20 ans, mais on se retrouve aussi avec des personnes qui sont complètement hors sol. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la difficulté que nous avons aussi aujourd'hui, c'est que il n'y a plus de parti, vous l'avez dit, le président Macron a mis en place un mode de fonctionnement, je dirais, qui a annihilé les partis, pourquoi pas, c'était un monde nouveau, un gouvernement nouveau, très bien, pas de souci. J'ai dit d'ailleurs à l'époque, on va voir et puis on verra bien, il n'y a pas de souci, il faut être en ouverture. Mais en tout cas, le hors-sol pose problème. Et pour répondre à votre question, c'est que quand effectivement vous avez des tirages au sort, c'est très bien, c'est une forme démocratique, mais en même temps, si aujourd'hui on a aussi ce grand malaise, c'est peut-être aussi parce que on nous a pas suffisamment écoutés, nous les personnes, enfin je veux dire les élus qui étions sur le terrain, parce que s'il y a bien des gens qui sont sur le terrain, c'est bien nous quand même. Et on nous a pas suffisamment écoutés. On l'a dit d'ailleurs au président Macron quand on l'a rencontré, on s'est senti complètement dénigré et complètement en coupure. Parce que aussi, on a la connaissance de beaucoup de choses, on est tous les jours sur le terrain, on parle avec des gens comme vous, comme n'importe qui, en permanence. Et on fait remonter ça. Et aujourd'hui, on veut mettre en place un mode de fonctionnement qui est un mode de fonctionnement positionné sur le hasard total. Et je ne dénigre pas les personnes qui sont tirées au sort. Mais je veux dire, il faut, et vous l'avez dit vous-même, il faut les former. Il faut les mettre au courant, il faut qu'ils s'inscrivent dans quelque chose pour apporter quelque chose. Donc je suis très inquiète parce que je me dis, on a des forces vives déjà en connaissance sur le territoire et on ne s'en sert pas. C'est ce qu'on a dit au président. Je dis aujourd'hui, excusez-moi, chers collègues, avec tout le respect que j'ai pour vous, bien sûr, mais les députés aujourd'hui, moi j'en connais beaucoup, qui sont là depuis très peu de temps. Et ben voilà, il faut qu'ils prennent le temps, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils soient sur le terrain, ils nous disent des choses qu'on sait déjà depuis longtemps. Donc ça aussi, ça nous a un peu coupé. Ça nous a coupé de vous, les députés, ça nous a coupé du président. Et on lui a dit. Donc c'est bien de vouloir renouveler et de changer, mais ne jetons pas, je veux dire, l'eau du bain et avec le bébé et tout, en disant que tout ce qui était en place précédemment était très mauvais. Appuyons-nous aussi sur les connaissances de ceux qui sont là. Donc, pour répondre à votre question, je suis très inquiète. L'émission touche justement bientôt à sa fin. On va commencer à conclure. Je vous laisse réagir. Vous avez posé une question donc, concernant l'intervention donc, de certains membres. Aujourd'hui, je ne sais pas, je ne pense pas intervenir dans ce type de débat. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas toutes les revendications qui sont indiquées dans les axes. Par exemple, le RIC, le RIC, et qui pourrait être... c'est la solution pour vous? C'est l'une des solutions. On parlait d'abstention. Donc, qu'est-ce qui pourrait, à mon sens, et je parle comme mon nom, donner la force, l'envie aux citoyens d'aller voter des lois, de contribuer, etc. C'est le RIC. Qu'est-ce qui fait peur en fait au gouvernement ? Pourquoi le RIC fait peur au gouvernement ? Parce qu'on a l'impression que c'est un sujet tabou et qu'il ne voulait pas en parler en fait. C'est que vous avez déjà voté. Vous avez déjà élu des députés, des sénateurs, c'est grands électeurs, pour faire ce travail législatif. On a le droit de se tromper et de mettre des mécaniques justement dans le cas où on se trompe. Soyons honnêtes entre nous. Si vous posez la question, est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter le SMIC cette année ? Moi, je connais déjà la réponse, il n'y a pas besoin du RIC pour ça. Et dans la constitution du budget de la France, qui est un exercice extrêmement difficile, parce que vous savez, le budget de la France, c'est le même fromage qu'on répartit chaque année entre tout le monde. Donc si tout le monde veut une augmentation à un moment donné, un référendum ou pas de référendum, je connais déjà par avance la réponse. Donc c'est plutôt ça qui... Moi, je ne crois pas que c'est la panacée, le référendum. Il est prévu dans la Constitution, d'ailleurs, le référendum. Quand il s'agit de toucher aux institutions, on demande l'avis aux Françaises et aux Français. On ne pourra pas demander l'avis aux Français, surtout, ça ne sera pas possible. Parce que techniquement, les institutions seront bloquées, on n'avancera pas. Quand vous faites un budget, c'est 2 mois de travail à l'Assemblée nationale, c'est des centaines de milliards qui sont débattus avec des lignes budgétaires infinies. Vous imaginez s'il faut demander l'avis à chaque Français sur chacune des lignes. Mais il faut 2 ans et demi pour voter un budget. Donc techniquement, ça ne marche pas. Il reste très peu de temps, 30 secondes
chacun. Par exemple, samedi, est-ce qu'il y aura un acte 10 encore des Gilets jaunes? Moi, encore une fois, je peux pas parler au nom des Gilets jaunes. Je fais partie du mouvement. De votre... Moi, personnellement, je pense que je vais continuer effectivement la mobilisation de mon côté, parce que je pense que c'est important et qu'aujourd'hui, si je reviens très rapidement sur le discours, enfin le grand débat qu'il y a eu hier, moi j'ai eu affaire à une personne qui utilisait un vocabulaire de technocrate. Je n'ai pas compris la moitié de ce qu'il disait, et je pense que la moitié des Français n'ont pas compris non plus ce qu'il expliquait dans la majeure partie de ces discussions. Donc oui, je vais continuer à mobiliser parce que moi, je suis certain, aujourd'hui, en tout cas au début de ce grand débat, que ça ne va pas apporter ou faire bouger beaucoup les choses. Donc oui, je vais continuer à mobiliser et j'invite effectivement mes confrères à le faire aussi. Joséphine Coleman-Berger, vous avez dit être inquiète, mais néanmoins, vous organiserez un débat. Donc, Bien sûr, en tant que, mais oui, républicaine et en pleine démocratie, je ferai moi je respecte le président de la République qui est en place. Je vous rejoins quand on dit il a été élu, allons-y, bien sûr, jusqu'au bout. Et on va accompagner tout cela parce qu'il y a une vraie souffrance et il faut le faire. Mais soyons vigilants malgré tout, parce que j'ai quand même la sensation que les choses ne sont pas aussi claires que ça dans les demandes et dans les attentes, et qu'il va falloir être très vigilant parce qu'on est en train de malmener notre République et notre démocratie. Didier Bécher, en 10 secondes, que va-t-il se passer après le 15 mars ? Il va falloir compiler toutes les demandes, regarder avec les conférences régionales qu'est-ce qui est retenu et quel impact ça va avoir sur les lois qui doivent être débattues cette année pour les modifier. Parce que l'idée de faire un grand débat, c'est pas pour faire de la communication, c'est bien pour que ça ait un impact direct sur les lois que nous avons prévu de discuter en 2019 et en 2020, donc un impact direct sur notre travail. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas à tous les 4 d'avoir été présents sur ce plateau. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau 7-8 débat. À très bientôt.